La question, c'est plus de savoir si vous allez être attaqué, mais quand est-ce que vous allez être attaqué. On parle d'une attaque toutes les 11 secondes au niveau mondial, qui dans certains cas peut aboutir à des situations très critiques pour une PME. Plus 400% d'attaques cyber entre 2020 et 2023, un coût moyen qui varie entre 160 000 € pour une PME et plusieurs millions pour un grand groupe, plus personne n'est à l'abri d'une compromission de ces systèmes d'information. Alors, devons-nous nous résoudre au fatalisme et attendre sagement que la catastrophe arrive ? Les experts sont unanimes. C'est votre degré de préparation qui préservera vos données, votre santé financière comme votre réputation et limitera les conséquences de l'attaque. Et c'est là tout notre objectif. Vous donner les clés de compréhension, les fondamentaux cyber, pour que simplement et avec un minimum d'efforts, vous adoptiez une bonne hygiène numérique et que vous soyez, vous aussi, cyber-ready. Pour ce premier épisode, nous nous sommes rendus au Campus Cyber, le lieu totem de la cybersécurité en France, pour rencontrer son directeur général délégué, personnalité du domaine internationalement reconnue, aussi à l'aise derrière un clavier qu'un pupitre, j'ai nommé Yann Bonnet. Vous écoutez Safe and Sound, le nouveau podcast dédié à la cybersécurité de Cybia, un programme coordonné par le Campus Cyber, cofinancé par la région Île-de-France et l'Union européenne, qui offre un accompagnement cyber sur mesure aux TPE et aux PME. Produit en partenariat avec le catalyseur de l'innovation et de l'entrepreneuriat de Paris-Ouest La Défense, cet épisode est réalisé par l'agence Jeff. Bonjour Yann Bonnet. Bonjour. Nous sommes ravis de vous recevoir pour ce premier épisode. Pouvez-vous commencer par vous présenter s'il vous plaît et revenir un peu sur votre parcours, vous avez le temps que vous voulez. Bonjour, donc je suis Yann Bonnet, je suis le DG délégué du Campus Cyber, qui est le lieu totem de la cybersécurité en France. On pourra revenir un peu là-dessus. Auparavant, j'étais directeur de cabinet de l'ANSSI, qui est l'agence de cybersécurité de l'État. Donc, c'est une équipe de plus de 600 experts qui sont rattachés au secrétariat général à la défense et à la sécurité nationale et qui est là pour protéger notamment en priorité les infrastructures critiques de la nation. Et avant ça, je travaillais au Conseil national du numérique, qui est une sorte de think tank gouvernemental qui conseille les présidents de la République sur l'impact du numérique. Et j'ai eu l'occasion notamment de travailler sur les sujets d'IA avec Cédric Villani, voilà, dans ce contexte, pour définir la stratégie de la France sur le sujet, et à la Commission européenne avec un groupe d'experts sur l'IA. Voilà. Merci beaucoup pour cette présentation. Concrètement, le cybercampus au quotidien, c'est quoi ? Ça œuvre à quoi dans le monde de la cybersécurité ? Ouais, en fait, le campus cyber, c'est un lieu totem, c'est un lieu physique qu'on a ouvert il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 2 ans. Hein, ça a été impulsé par le président de la République, une mission qui a été confiée à un entrepreneur à succès qui s'appelle Michel Vandenberg, que j'ai eu la chance d'accompagner pour concevoir ce lieu. L'idée du campus, c'est d'être plus fort ensemble. On a un état de la menace qui est cyber, qui est assez important, qui est plutôt grandissant. On pourra revenir là-dessus aussi. Et l'idée du campus, donc, c'est d'être plus fort ensemble, je le disais, c'est-à-dire essayer de fédérer les acteurs de l'écosystème pour créer des synergies et inverser le rapport de force par rapport à ceux qui nous attaquent. C'est aussi un moyen aussi de faire rayonner l'excellence française. Donc aujourd'hui, après 2 ans, concrètement, on a déjà plus de 5500 experts qui ont des accès au niveau du campus. Chaque jour, c'est à peu près 1200 experts qui sont dans ce lieu. Hein. C'est assez rare au niveau mondial d'avoir autant d'experts au même endroit. On a en 2 ans, je ne sais pas, fait plus de 700 événements. On a 500 jeunes qui sont en train de se former au sein du campus. Et on a 650 acteurs publics et privés qui contribuent à ce qu'on appelle des communs. C'est des ressources mutualisées, soit en open source ou pour être plus forts ensemble et notamment partager aussi de l'information sur les attaquants, là encore pour être plus forts ensemble. On a 3 grandes missions au sein du campus. La première, c'est clairement notre priorité, c'est les talents. On est en pleine pénurie de talents et donc l'idée, c'est de montrer tout le sens des métiers, de nos métiers de la cyber, c'est les métiers du care, de la protection. Et donc voilà, essayer d'attirer les nouveaux talents, les former pour être en capacité de mieux se protéger ou de mieux innover dans ce domaine. La deuxième mission, c'est l'innovation. Là aussi, pour essayer d'avoir un coup d'avance par rapport à ceux qui nous attaquent.
Donc on travaille beaucoup sur des sujets comme comment on peut utiliser l'IA pour mieux détecter un certain nombre d'attaques, comment on peut utiliser l'IA pour mieux répondre, ou des sujets un peu plus lointains comme la crypto post-quantique. Voilà, il y a plein de sujets comme ça. Et puis enfin, ce lieu, c'est la troisième mission du campus, c'est de protéger notamment les acteurs qui sont peut-être un peu moins matures, et on va en revenir tout à l'heure, mais notamment je pense aux PME, aux collectivités qui ont besoin de se protéger. Donc c'est un lieu qui est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, où il y a des sortes de cyberpompiers qui sont là pour protéger et intervenir quand il y a des attaques. Oui, parce que qui dit campus dit écosystème, dit une grande variété d'acteurs. Et donc, votre objectif, c'est de coordonner tout ça, les pouvoirs publics, les acteurs privés, les startups, tout ce qui intervient dans le monde de la cyber. Exactement, c'est d'être plus fort ensemble. Moi, l'image que j'aime bien prendre, c'est tout bête, mais ce qu'on essaye de faire, c'est un écosystème qui est fertile. Un écosystème qui est fertile, c'est comme dans la nature. Un terrain qui produit bien, c'est un terrain où en fait il y a une biodiversité d'acteurs. Il y a une biodiversité, et donc là, le campus, il y a une biodiversité d'acteurs. On va revenir là-dessus aussi. Et il y a besoin d'un équilibre. Parce que dans la nature, si vous avez un acteur qui est trop dominant, c'est le début de la pollution et c'est la fin de la chaîne de fertilité en quelque sorte. Et le campus, le numérique, moi, ma conviction, c'est que c'est exactement la même chose. On a besoin de biodiversité. Donc ici, au campus, vous avez croisé tout à l'heure des jeunes qui viennent en cours, des chercheurs, des enseignants, des startups, des grands groupes, parce qu'on a plus de la moitié du CAC 40 qui ici. On a par exemple toute la communauté des banques, qui sont la première communauté et assurance à se mobiliser énormément au sein du campus pour être plus fort ensemble. Donc effectivement, c'est des acteurs publics. Donc l'écosystème cyber, il est très divers, et c'est ce qui fait aussi toute la part de cette richesse, quoi. Et au final, pourquoi il y a besoin d'un campus cyber? Pourquoi il y a besoin de s'emparer des sujets? Pourquoi il y avait besoin de cette impulsion qui a été amenée par Emmanuel Macron, comme vous disiez, mais qui remonte même à l'échelle européenne? En fait, notre société, elle est en train de se numériser déjà depuis quelques années. Et cette numérisation, c'est à la fois un remède et un poison pour notre société. Le numérique, ça va nous permettre plein de super choses, de s'éduquer plus facilement, de communiquer à distance, même d'améliorer la détection de certains cancers, voilà, plein de choses positives. Mais en même temps, plus notre société se numérise, dans notre quotidien, c'est pas juste l'ordinateur, ça va être nos voitures, un peu tous les objets qu'on utilise, plus il peut y avoir aussi des nouvelles menaces qui arrivent, et notamment la menace cyber. Et ça, cette menace, elle est, on le voit, elle est de plus en plus importante. Il y a un document qui est hyper intéressant que l'ANSSI publie, l'ANSSI qui est donc l'agence de cybersécurité de l'État, chaque année, qui s'appelle l'état de la menace. Et encore cette année, ils ont vu encore une augmentation assez importante de la menace, avec déjà depuis quelques années un peu un transfert de la menace vers les acteurs les moins matures. Et je pense vraiment notamment aux PME, aux hôpitaux, aux collectivités. Il faut bien comprendre, cette menace cyber, c'est pas juste théorique. Un hôpital qui est attaqué dans la minute qui suit, qui est rançonné, donc qui va bloquer l'hôpital contre une rançon. Et dans la minute qui suit, les infirmiers, les infirmières, les médecins sont complètement désorganisés. Ils ne savent plus quels médicaments ils ont prescrits à tel ou tel patient. C'est une désorganisation totale. Voilà, donc ce n'est pas que quelque chose d'informationnel, c'est quelque chose qui peut nous toucher concrètement et qui peut même aller jusqu'à des choses très humaines. On a une collectivité, une mairie qui a attaqué concrètement. C'est une mairie qui ne peut plus gérer parfois les passeports ou même les cimetières. Voilà, c'est ça en fait. Concrètement la menace cyber. Et cette menace cyber, elle vient d'où? On entend beaucoup parler des ransomware, qui ont un objectif purement pécunier, financier. On pique des données et on les rend contre une rançon. Enfin, on les rend pas forcément en plus. Cette menace, elle vient d'où? Elle s'inscrit dans quel contexte? Alors, il y a plusieurs motivations derrière cette menace. On a une première motivation que vous venez d'indiquer, qui est l'appât du gain. Donc, c'est des cybercriminels qui sont là pour gagner de l'argent. C'est ça leur motivation. Et donc, effectivement, ils utilisent des méthodes qui sont très, très simples, qui ne demandent pas énormément de compétences.
et qui coûtent pas très cher à trouver en plus sur des endroits cachés d'Internet, mais qui sont bien sûr extrêmement condamnables, mais qui vont essayer de bloquer un système contre une rançon. Après, il y a une autre motivation qui peut être l'espionnage. On en entend un peu moins parler, c'est plus discret, mais ça peut faire tout autant mal, même ça peut avoir des impacts qui sont très, très, très importants. Alors, l'espionnage, ça peut être de l'espionnage commercial, politique, et ça peut être derrière différents acteurs, notamment des groupes étatiques, des grosses puissances étatiques qui peuvent derrière des opérations quasi militaires qui sont programmées pour déstabiliser un pays, et donc ça, c'est les deux grandes, j'ai envie de dire, les deux grands types de motivation. Après, il peut y avoir une autre motivation dont on parle encore moins, qui est le sabotage, et qui est là aussi, ça va être des opérations quasi militaires pour essayer de déstabiliser un pays. C'est vraiment, là, dans le contexte qu'on est actuellement, c'est une menace qui est totalement possible, vu les problématiques géopolitiques qu'on voit avec l'Ukraine, en Israël, ce moment fort que va être les JO en France. Voilà, ça peut être aussi un autre type de motivation qui est important de bien maîtriser. Alors, je vais être peut-être volontairement naïf, mais ces menaces, quand on vous écoute, elles paraissent assez macro, elles s'adressent à des acteurs assez importants, les États, les collectivités, les grandes entreprises. Pour les patrons de petites entreprises, de moyennes entreprises qui nous écoutent, pour les particuliers, cette menace, elle existe ou au final, à part s'il y a une question d'opportunisme, le risque est limité? Vraiment, le message, on est tous concernés. Il ne faut surtout pas croire que les cybercriminels, par exemple, s'intéressent qu'aux gros acteurs. Et même, j'ai envie de dire, c'est pas l'inverse, mais les gros acteurs, ils ont depuis des années mis des moyens considérables pour se protéger. Et là, on est maintenant, voilà, les cybercriminels vont parfois avoir tendance à pêcher au chalut, à lancer le filet très large, et dans leur filet vont attraper tous les acteurs qui n'auront pas du tout préparé cette situation. Hein. Ce qu'on dit souvent, c'est que la question, c'est plus de savoir si vous allez être attaqué, mais quand est-ce que vous allez être attaqué, et surtout, est-ce que vous allez avoir la résilience, les bons réflexes pour faire face à cette menace. Donc clairement, pour les PME, c'est une menace qui est importante. Il faut bien comprendre que voilà, une PME qui est attaquée, il y a des risques de coûts très importants directs, mais aussi indirects, de perte de confiance des clients, et ce qui, dans certains cas, peut aboutir à des situations très critiques pour une PME. Voilà, donc ça concerne vraiment tout le monde, et c'est très important d'avoir ça en tête. Est-ce qu'on mesure aujourd'hui le nombre d'attaques chaque année sur les PME, les TPE, les grands groupes? Est-ce qu'on a une idée du préjudice qui est causé à cette entreprise? J'ai pas j'ai pas une vision complètement à date. Je vous parlais tout à l'heure de l'état de la menace du document publié par l'ANSSI. Ça, il y a des chiffres qui sont assez intéressants chaque année. Moi, les chiffres que je peux avoir en tête, voilà, on parle d'une attaque toutes les 11 secondes au niveau mondial. On parle, il y a déjà quelques années, on évaluait au niveau mondial à plus de 5 000 milliards le coût de la cyber. Donc voilà, donc c'est considérable. Quasiment tous les jours, tous les jours, il y a des attaques un peu partout. La menace, comme je disais, c'est en train de se déplacer vers les acteurs un peu moins matures, les PME, les collectivités, les hôpitaux. Donc voilà, donc c'est vraiment l'affaire de tous. Il ne faut pas croire que c'est réservé qu'aux autres. À part mettre des mots de passe avec une forte protection, à part faire en sorte de ne pas envoyer de données sensibles, bancaires, etc., par des moyens non sécurisés, au final, qu'est-ce que je peux faire? Parce que la cybersécurité, moi, ça ne me parle pas. J'utilise des outils. Je ne sais pas comment les protéger, comment me protéger au quotidien. Juste avant de répondre à votre question, j'ai vraiment envie de vous dire un truc. Plus j'avance, plus j'ai l'impression en fait qu'on est dans une situation un peu comme il y a 400 ans. Il y a eu un épisode qui était assez incroyable à Londres, qui s'appelle le Grand Incendie de Londres, où on savait en fait, voilà, les maisons étaient en bois, très rapprochées, alors, il n'y avait que quelques grands nobles qui avaient leur maison un peu de côté, qui avaient des bons réflexes et qui avaient les moyens de bien se protéger contre les incendies. Mais voilà, mais la majorité était un peu consciente, mais n'avait pas les bons gestes. Et un jour, voilà,
l'incendie s'est lancé et une grande partie de Londres a brûlé. Voilà, moi j'ai vraiment l'impression qu'en ce moment on est un peu en train de reprendre un peu, on est un peu dans cette situation où malheureusement la majorité des gens n'ont pas encore pris un certain nombre de réflexes de construire des maisons un peu écartées, d'avoir dans les maisons des systèmes ou dans les immeubles, dans les entreprises, des systèmes pour détecter les incendies et compagnie. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive petit à petit à avoir collectivement, c'est ces fameux réflexes. Alors on parle voilà, de différentes choses dont vous avez parlé, d'hygiène numérique. Donc avant tout, dans les trucs simples, effectivement, c'est de pas être naïf. On clique pas sur n'importe quoi, sur un mail qui nous promet le dernier iPhone qui est même pas encore sorti. Voilà, il faut faire attention. Il faut mettre à jour effectivement ces appareils régulièrement, parce qu'il y a des corrections de problématiques de sécurité qui sont régulièrement. Il faut toujours un truc très très simple, mais sauvegarder les informations les plus critiques. Je ne sais pas si vous êtes une PME, vous avez votre fichier client, ce fichier-là, faites en sorte de bien le protéger et sur quelque chose qui n'est pas connecté à Internet. Donc régulièrement, et vous vérifiez régulièrement en fait que, je ne sais pas, une fois par mois, que vous avez bien accès à ce fichier. Voilà, c'est des petits réflexes, c'est pas obligatoirement très cher, mais il y a des petits réflexes comme ça à avoir. Alors, pour aller plus loin que ces premiers réflexes, on a justement, avec Paris-Ouest La Défense et le campus cyber, mis en place une initiative qui s'appelle CIBIA, Cyberia Hub, et on a été sélectionné par la Commission européenne pour justement aider des petites PME et des collectivités. C'est une expérimentation, hein. On va essayer de couvrir 150 PME et une cinquantaine de collectivités là, en 3 ans. Et l'idée, c'est vraiment de les accompagner sur les premières phases pour bien comprendre, voilà, bien les embarquer, bien comprendre quelles sont leurs problématiques, diagnostiquer les sujets les plus importants pour les différents acteurs qu'on va protéger et les accompagner jusqu'au test de différentes solutions. Voilà, on a recruté des experts cyber qui sont des tiers de confiance. C'est très compliqué hein, pour une PME, même pour un expert cyber, de s'y retrouver. Si on se met du côté des PME, il y a énormément d'offres et de savoir quelle offre est adaptée à son contexte, c'est pas si simple. Et si on se met du côté des offreurs, c'est très compliqué parce que les PME, c'est un marché qui est très important. Hein. Quand on compte les TPE, c'est 3 ou 4 millions d'organisations, c'est 99% de notre tissu économique. Mais en même temps, c'est très compliqué parce que en termes de communication, pour adresser ce marché, c'est très fragmenté. Voilà, c'est très fragmenté. Et donc, du coup, nous, le campus cyber, avec cette initiative CIBIA, donc je vous invite à aller sur le site cybia, cybiah.eu. Vous pouvez être accompagné sans reste à charge, donc c'est gratuit, sur les premières phases, et on va même vous aider à, voilà, comme je le disais, trouver la bonne solution et aller chercher du financement pour la trouver. Donc, c'est une super expérimentation, je pense. Donc il ne faut pas hésiter à nous contacter. Et en plus, c'est extrêmement simple, puisqu'en fait, c'est un rendez-vous avec un expert. Si je ne dis pas de bêtises, il y a un audit qui est fait. En gros, on va vérifier que les fondamentaux vous allez vérifier que les fondamentaux sont bien respectés. Et derrière, un peu tout le spectre et toute l'exposition numérique de la PME, c'est ça, pour ensuite couvrir et trouver les bonnes solutions sur toutes les vulnérabilités qu'on peut identifier. Exactement. Donc on va vraiment accompagner depuis le début la PME ou la petite collectivité pour bien comprendre le contexte, pour voir les points de progrès possibles. Et nous, on est tiers de confiance entre les PME et les offreurs pour faire en sorte que ça soit le plus efficace et qu'on utilise vraiment les solutions qui soient adaptées. Parce qu'en termes de cybersécurité, justement, est-ce qu'il n'y a pas un peu cette notion de ça fait peur à tout le monde? Je crois qu'il y a 83% des Français, d'après une étude, qui sont concernés par ça. Est-ce qu'il n'y a pas ce côté, on en a tous peur, mais au final, on est très peu protégé à l'exposition. Et donc, rien que le fait de respecter les premiers fondamentaux de la cybersécurité réduit la probabilité de se faire attaquer et réduit aussi l'exposition, entre guillemets, qu'on peut avoir en cas d'attaque et donc les conséquences. C'est clair, et c'est pour ça qu'il faut avoir ces réflexes. Moi, l'image que j'aime bien prendre, c'est comme quand on rentre dans une voiture. Maintenant, on a tous le réflexe de mettre la ceinture de sécurité. Et alors, bien sûr, si on va trop vite et qu'on a malheureusement un accident qui est dramatique, ça peut mal se terminer, mais la plupart du temps, ça peut sauver des vies.
Donc voilà, il y a des gestes simples comme mettre une ceinture qui peut sauver des vies. Et c'est exactement la même chose dans le domaine cyber. Il y a un certain nombre de réflexes à avoir, plus ou moins avancés, qui permettent de garantir que si le jour où on sera attaqué, ben, on va pouvoir retrouver ces données et ne pas être bloqué. J'aime bien cette comparaison au monde de l'automobile. En fait, là, on est un peu dans les années 50, 60, quand la ceinture de sécurité vient d'être inventée, mais qu'on a encore peu de régulation, pas forcément de limites sur les routes. Là, c'est pareil, on n'a pas forcément de limites, ou du moins, on n'est pas trop conscient des risques qu'on prend sur Internet. Et il y a un point qui est assez intéressant, c'est qu'il y a la directive NIS 2 qui a été publiée. On avait également la réglementation DORA qui entre en vigueur, si je ne dis pas de bêtises, en 2025. Qu'est-ce que cherche à faire là l'Union européenne, puisque ça émane de l'Union européenne, et comment ça va se traduire concrètement dans le quotidien des utilisateurs, des entreprises? Globalement, on peut sans rentrer dans les détails, mais que je pense que la Commission cherche à faire, c'est qu'on puisse avoir confiance dans cet univers numérique qui, encore une fois, nous apporte énormément de bonnes choses. Pour une PME, il n'a jamais été aussi simple de toucher largement plein de prospects, de clients pour des coûts qui parfois sont quand même assez faibles par rapport à quelques années. Mais en même temps, voilà, il y a cette dépendance au numérique qui est importante et qui, comme je disais tout à l'heure, peut entraîner de nouvelles menaces. Donc c'est extrêmement important, à travers ces réglementations, d'essayer d'embarquer le maximum de personnes et que ça ne soit pas uniquement que les très gros acteurs qui sachent se protéger, parce que cet état de rechercher de cybersécurité, d'être en cybersécurité, c'est quelque chose qu'on peut souhaiter à tout le monde et qui ne doit pas être réservé que certains acteurs. Donc, si je vous comprends bien, on ne pourra jamais, comme encore une fois sur la route, éviter l'accident, éviter le choc. Par contre, entre guillemets, notre obligation individuelle, qu'on soit particulier, salarié, chef d'entreprise, c'est de chaque jour mettre en place des sécurités pour éviter que on ne meure, entre guillemets, s'il y a une attaque. Exactement. Et on a vu quand même qu'il y avait beaucoup d'attaques. On en parlait avant ce podcast, il y a eu donc France Travail, il y a eu beaucoup d'autres exemples, les hôpitaux qui ont été touchés, même la Fédération française de football, avec à chaque fois des millions de données personnelles qui sont diffusées. Mais là, on arrive dans une phase où la France va être beaucoup exposée. Est-ce qu'au final, on est prêt pour les entreprises, pour l'État, à accueillir les JO sur un plan de la cybersécurité? Alors les JO, ça va être un moment qui est très important, qui a une portée planétaire où beaucoup de personnes autour du monde vont être focalisées sur la France pour ce moment de sport. Mais effectivement, on a noté déjà depuis quelques années que lors des JO, du fait que ça soit ce focus très important sur un pays, il y a un certain nombre d'acteurs qui en profitent pour, notamment dans le domaine du numérique, essayer de porter atteinte à l'image d'un pays. Alors, face à cette situation, on a des acteurs comme l'ANSSI, donc l'Agence de cybersécurité de l'État, qui travaille depuis plus de 2 ans sur le sujet pour préparer, anticiper les différents types d'attaques qu'il pourrait y avoir, en tout cas sur les points les plus importants dans le cadre des JO. Donc voilà, on se prépare collectivement avec des acteurs, et c'est l'ANSSI qui coordonne tout ça avec tous les acteurs concernés. Voilà, ça va être un moment qui va être assez important. On va avoir des attaques un peu partout, probablement, mais on a préparé, c'est les acteurs concernés, ont préparé au maximum pour que on puisse faire en sorte de se focaliser sur les attaques les plus importantes. Et que les JO se passent bien. C'est aussi un moyen d'élever notre niveau de sécurité cyber, notre niveau de maturité cyber. Donc c'est aussi positif, in fine, parce qu'avec cette échéance, je pense qu'on aura augmenté notre niveau de sécurité. C'était effectivement ma question suivante, de savoir si les événements stressants, est-ce qu'au final, tous ces événements n'étaient pas des stress tests et n'étaient pas des opportunités de monter en compétences. Surtout que vous parliez beaucoup de l'ANSSI, mais il me semble qu'il y a beaucoup d'acteurs qui œuvrent dans le monde de la cybersécurité.
Est-ce que vous pouvez nous donner un peu de visibilité sur tous ces acteurs et nous aider à comprendre comment tout ça s'articule? Ouais, juste avant, effectivement, l'entraînement, c'est quelque chose d'extrêmement important dans la cybersécurité. Voilà, on peut acheter plein de choses et compagnie, mais si on ne s'est pas entraîné au moment où il va se passer pas quelque chose d'une crise, c'est très compliqué. Donc il faut vraiment, on apprend énormément en pratiquant et si possible dans l'entraînement plutôt que sur une vraie crise où là c'est compliqué pour apprendre. Vis-à-vis de l'écosystème, cyber il est extrêmement varié. On a à la fois des acteurs publics, avec l'agence de cybersécurité, l'ANSSI, mais aussi du côté militaire, des acteurs comme le ComCyber, le commandement cyber, des acteurs dans la sphère de renseignement comme la DGSI, la DGSE, la DRSD. Voilà, il y a plein d'acteurs différents qui agissent et l'ANSSI est un peu le chef d'orchestre de tous ces acteurs. On a des acteurs de la recherche qui s'intéressent heureusement, et je pense notamment à l'INRIA, au CNRS, au CEA, et qui sont très actifs au niveau du campus pour essayer, là encore, d'avoir un coup d'avance par rapport à ceux qui nous attaquent. On a des acteurs de la formation. On a énormément d'écoles et des universités qui s'y mettent de plus en plus. Et ça, c'est un énorme enjeu, parce qu'encore une fois, on a une vraie pénurie de talent. On parle de plus de 15 000 postes non pourvus en France. Et donc, dans les prochaines années, ça va augmenter énormément. On a bien sûr des entreprises. On a un écosystème qui est très fertile en termes de start-up là, depuis quelques années. Donc ça, c'est aussi extrêmement important. Et puis des grands groupes. Je pense à Orange, Cyberdéfense, à Thales, à Capgemini, qui sont aussi très actifs dans le domaine de la cybersécurité. Donc un écosystème très varié, très divers. J'ai l'impression justement que sur la cybersécurité, on a un secteur où il y a beaucoup de synergie entre le civil, le militaire, le renseignement et l'étatique, et ça donne un peu l'impression, vous avez fait une métaphore historique tout à l'heure, en préparant cette série de podcasts, j'ai eu l'impression un peu de la situation de la marine au XVIIe, XVIIIe siècle, où au final il y avait de la piraterie qui touchait qui était à la fois étatique, à la fois commercial, où en fait les enjeux politiques et financiers se confondaient, et où au final les navires de commerce qu'on pourrait comparer aux PME d'aujourd'hui étaient une cible facile à la fois pour ceux qui voulaient de l'argent et à la fois pour les États qui voulaient se nuire entre eux. Est-ce qu'au final on n'est pas dans cette situation aujourd'hui, et est-ce que plus que jamais et dans la cyber, la coopération civile avec le militaire et le renseignement est indispensable? Moi, je suis assez convaincu que face à des menaces de ce type, on ne peut pas juste raisonner que d'un côté des acteurs publics ou les acteurs privés. On a des menaces extrêmement importantes là. Alors, il y a des menaces encore plus importantes de mon point de vue qui sont la menace écologique, où là, il y a un risque existentiel. Mais bon, on ne va pas plomber le moral de tout le monde. Mais voilà, face à des enjeux, des défis qui sont les défis de notre époque, on a besoin en fait d'avoir cette approche écosystème, acteurs publics et privés, pour être plus forts ensemble, pour trouver... Il n'y a pas de fatalité, mais il faut qu'on gagne en maturité et qu'on se sente tous responsables et qu'on agisse pour être plus forts ensemble. Je ne sais pas le dire plus simplement que ça. Et comment ça va se traduire pour les PME, TPE? Quelles sont les ambitions, que vous portez pour faire en sorte de les embarquer et pour faire en sorte que facilement, tout le monde ait sa ceinture de sécurité dans la voiture? Eh ben, déjà, on a conscience que le chantier et le défi, il est énorme, hein. Encore une fois, on parle, quand on compte les TPE et PME, on parle de plus de 3 millions d'acteurs au niveau français. Donc, il faut qu'on travaille on a notre initiative, il y a d'autres initiatives aussi qui sont très belles et avec d'autres acteurs avec qui on travaille et qui sont associés, je pense à Cybermalveillance, à la BPI, à plein d'acteurs de ce type. Alors, ce qu'on va faire, ce qu'on est en train de faire, c'est petit à petit essayer d'aller chercher les PME.
parce que voilà, un patron de PME, il a son business à gérer en priorité et il ne va pas obligatoirement penser à la cyber tous les matins. Donc, on a tout un ensemble d'actions d'aller organiser. Alors, ça va passer notamment, on va co-organiser avec les mairies de la région des petits événements pour inviter des PME qui sont sur leur territoire pour essayer de les sensibiliser à la thématique et petit à petit les embarquer dans notre process Cibia pour faire en sorte que on les accompagne avec notre expert sur les gestes importants et adaptés à leur contexte. Donc, on va essayer de faire des choses comme ça, des podcasts comme celui que vous êtes en train de faire. Voilà, essayer de faire en sorte que ça soit un sujet qui soit grand public. Donc, on travaille aussi avec du mass média, Radio France, France Télé. Alors, on a plein de différentes actions, que ce soit pour sensibiliser ou attirer des nouveaux talents. Et notre idée, c'est d'essayer de faire en sorte que ce sujet de la cyber, ça ne soit pas réservé qu'à des experts. C'est un sujet qui nous concerne tous, encore une fois, et où on doit avoir conscience qu'on a tous un rôle à jouer pour que tout se passe bien. On est donc tous responsables de notre hygiène numérique, si je puis dire. Et vous parliez justement donc de Cibia. Cibia, l'avantage de ce programme, effectivement, c'est que c'est sans reste à charge pour les entreprises qui rentrent dans ce programme. Mais est-ce que c'est cher, la cyber ? Est-ce que c'est coûteux de mettre en place, j'ai envie de dire, le niveau 1 de la cybersécurité ? Alors, c'est difficile de répondre à cette question, ça dépend vraiment des contextes de chaque entreprise, de chaque organisation. Encore une fois, il y a des gestes simples qui ne sont pas obligatoirement coûteux. Il y a des choses qui sont, en fonction des contextes, il peut y avoir des choses qui peuvent être un peu plus coûteuses que d'autres. En tout cas, c'est important de choisir les bonnes solutions. Et là encore, c'est toute la valeur que nos experts vont apporter. On a vraiment cette chance d'être financé, on est cofinancé en fait par la Commission européenne à 50% et aussi par la région Île-de-France. Et c'est ces subventions qui nous permettent d'aider, d'expérimenter et de jouer notre rôle de guide vis-à-vis des PME et de faire en sorte que petit à petit, les offreurs arrivent à mieux comprendre les problématiques des PME et adaptent leurs offres pour que ce coût de la cyber soit le moindre possible et le plus acceptable pour les PME. Et puis au final, est-ce que pour une PME, c'est pas une opportunité d'avoir des mesures cyber en place et de s'être emparé de manière précoce de ces sujets ? C'est clair que préférable d'anticiper, de voir ça plutôt comme une opportunité, même un argument commercial. Le fait d'être mature d'un point de vue sécure, c'est quelque chose qui va de plus en plus parler et qui parle déjà énormément aux clients. Et puis, est-ce que c'est pas aussi une manière de s'insérer dans la chaîne de valeur de grands groupes ? Parce que justement, vous parliez de ces grands groupes qui sont très en avance sur les questions cyber. La chaîne de valeur des grands groupes, elle est composée d'une multitude de sous-traitants de rang 1, de rang 2, de rang 3, qui sont des TPE-PME. Est-ce que le fait d'être engagé sur les questions cyber, ça permet de rentrer plus facilement dans ces grands groupes, de s'insérer plus facilement dans la chaîne de valeur ? Et est-ce que demain, ce ne sera pas même un prérequis dans les appels d'offres des grands groupes ? Vous avez raison, je pense qu'on est complètement dans cette philosophie. D'ailleurs, Nice 2, me semble, va dans ce sens. De plus en plus, pour gagner tel ou tel marché, il va y avoir des demandes, des vérifications, des audits de niveau de conformité ou de niveau de maturité cyber. Et donc clairement, il y aura les PME qui sont matures, de confiance, que certains grands groupes vont pouvoir faire appel, et puis les autres qui ont un peu plus de difficultés probablement à donner confiance à certains grands groupes. Et le fait de se préparer, donc ça n'exclut pas le fait d'avoir un jour un problème. On parle de plus en plus d'assurance cyber. Est-ce que c'est la solution et est-ce qu'au final, tout le monde peut y prétendre de manière très simple ? Est-ce que c'est aussi simple que de prendre un contrat automobile ? Alors, c'est un secteur qui est en train d'énormément bouger. L'assurance cyber, le côté, la partie positive que je vois, c'est que en fait, les assurances vont avoir besoin de faire de la prévention et faire en sorte que
les PME, il ne s'agit pas juste de se dire, bon, je prends un contrat d'assurance, c'est bon, je suis assuré, et, ça ne marchera pas. Parce que le jour où vous serez rançonné, vous aurez beau être remboursé sur certaines parties, mais si vous avez perdu tous vos fichiers clients, c'est juste, ça peut être complètement dramatique. Donc, les assurances ont intérêt, et les PME aussi, du coup, à faire en sorte d'aller au-delà de juste ce contrat d'assurance. Et souvent dans les contrats, il y a des clauses qui obligent les PME à avoir fait un certain nombre de gestes en amont pour s'assurer que les bons réflexes sont déjà là et les bonnes solutions sont déjà là. Donc c'est quelque chose qui va être... C'est important. Il faut avoir... ça va être de plus en plus important il va y avoir un marché de plus en plus important sur les assurances cyber. Mais en même temps, voilà, il faut avoir ces gestes de prévention en amont pour que tout se passe bien. Ok, c'est comme une assurance il y a toujours des prérequis et Les clés, voilà, exactement. D'avoir une porte sécurisée pour son assurance habitation, c'est exactement pareil. C'est pareil. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que on est tous un peu avec la porte ouverte, les clés dessus, et tout le monde peut rentrer dans la maison. On n'est pas un peu dans ce cadre-là pour beaucoup de PME, TPE. Heureusement, c'est en train de bouger, mais probablement, effectivement, et le pire, c'est que beaucoup n'ont même pas conscience de ça. Mais vous avez raison, je pense que c'est pour ça que c'est important qu'on sensibilise, qu'on sorte de cette naïveté, sans être rentré dans une paranoïa énorme, mais voilà, qu'on soit conscient des risques, des menaces, et qu'en fonction de notre situation, on prenne les bonnes décisions et qu'on se fasse aider par des gens compétents, de confiance, pour faire en sorte que effectivement les clés soient bien fermées quand il faut qu'elles soient fermées, quoi. Et on arrive, je pense, au bout de ce podcast. En sortant, qu'est-ce que vous me conseillez de faire en rentrant au bureau ? Déjà, voilà, retenir que la cybersécurité, ça concerne tout le monde. Ensuite, allez passer un petit tour du côté du site cybermalveillance.gouv.fr, où vous trouverez plein de bons conseils, notamment de gestes simples pour se protéger. Et puis enfin, si vous voulez aller un peu plus loin, allez sur le site CYBIA, CYBIAH, donc une initiative qui est cofinancée par la Commission européenne et par la région, qu'on copilote côté campus. Et avec nos experts, on est là pour vous accompagner et trouver les bonnes solutions adaptées. C'est sans reste à charge en plus, donc il faut en profiter. Et voilà. Merci beaucoup Yann d'avoir partagé votre expertise avec nos auditeurs, de nous avoir adressé les bons conseils et de nous avoir sensibilisés sans nous effrayer au final. Merci à toi. Vous l'aurez compris tout au long de cette interview avec Yann Bonnet, mettre en place les premiers gestes d'hygiène numérique, ce n'est pas si compliqué. Il vaut mieux privilégier un mot de passe complexe à Maman 2024 ou Chaton ou encore Password, éviter d'envoyer ses mots de passe par SMS ou par mail, ou encore activer une double authentification sur ses applications favorites. Plein de petits gestes qui ne coûtent pas grand chose mais qui vous éviteront de longues heures d'angoisse le jour où vos comptes seront compromis. Et dans les prochains épisodes, nous irons encore plus loin, en rencontrant le commissaire de police qui dirige la BL2C, la brigade de lutte contre la cybercriminalité, ou encore le RSSI, c'est-à-dire le grand chef de la sécurité informatique de Paris-Ouest La Défense. Bref, plein d'experts, de spécialistes confrontés chaque jour à la cybersécurité qui vous emmèneront de nouveaux éléments pour comprendre cet environnement passionnant. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast sur votre plateforme d'écoute préférée, à commenter, noter ce podcast, vos retours nous sont précieux. Et également à nous suivre sur LinkedIn @CYBIAH. À très vite.